Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. L'épidémie de Covid-19 continue de faire des ravages partout à travers la planète. La Chine craint l'émergence d'une seconde vague, tout particulièrement dans la capitale Pékin, tandis que l'épidémie poursuit sa progression aux États-Unis, où le nombre de personnes contaminées dépasse déjà 2 600 000. Dans le même temps, dans tous les pays du monde, des recherches sont menées pour anticiper les grandes tendances qui vont s'imposer après la fin de l'épidémie. Dans toutes les études, la même phrase revient invariablement: le monde ne sera plus jamais comme il était. Autant dire qu'une fois l'épidémie terminée, le monde aura enregistré de profonds changements. Mais quels changements exactement? En Chine, nous y prêtons une attention toute particulière car dans ce monde en transformation, la Chine n'occupe pas une place très avantageuse. C'est nous qui avons découvert le coronavirus et c'est d'abord en Chine que le coronavirus s'est répandu. Certains pays occidentaux, notamment les États-Unis, en ont profité pour mettre la Chine sur le banc des accusés. Il nous est donc impératif de nous pencher sur les grands changements politiques et économiques provoqués par la pandémie. Cette semaine, nous allons essayer de comprendre le changement économique et politique. Pour expliquer tous ces changements, aujourd'hui je suis très heureux d'avoir deux invités. Monsieur Ting Yifan, que vous connaissez sûrement très bien, il est économiste et politologue. Il a fait ses études en France. Il a obtenu d'ailleurs son doctorat en politique à Sciences Po à Bordeaux. Bonjour, Ting Yifan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis c'est professeur Xu Tieping. Bonjour, Xu Tieping aussi connaît très bien le monde Europe. Vous avez été en Suisse, fait vos études, et aujourd'hui vous êtes professeur à l'Université de communication. Bonjour, Xu Tieping. Bonjour. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Alors, la première question à tous les deux. L'histoire fonctionne-t-elle vraiment de la manière présagée par de nombreux experts et penseurs occidentaux? C'est-à-dire, après la crise, on va assister à un tournant radical dans la marche du monde. L'histoire humaine va-t-elle vraiment connaître un clivage entre l'avant-Covid et l'après-Covid? Ting Yifan. Non, cela dépend, parce que tout dépend de la capacité des gouvernements de contrôler la progression du virus, de l'épidémie. Finalement, les pays qui ont réussi à mieux contrôler la progression de Covid-19, donc les activités économiques, sociales sont revenues plus normalement. Alors que dans beaucoup de parties du monde, la progression de l'épidémie continue. Et ça risque de traîner des années et des années. Donc ça va ruiner non seulement l'économie, mais ça va aussi ruiner la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle de tous ces pays-là. Donc ça va faire vraiment une ligne de démarcation entre les pays qui ont réussi à mieux contrôler cela et les pays qui n'arrivent pas à contrôler l'épidémie. Il y a un changement, mais certains changent rapidement, d'autres, le changement va durer très longtemps. C'est ça, vu le rythme au train où vont les choses. Comme aux États-Unis, tous les jours, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes contaminées. Il serait hasardeux de dire que finalement leur activité économique vont revenir à la normale. Donc ça va plonger tout le pays dans un désastre complet. Sur ce point, je veux, disons, approfondir un peu. Je pense qu'il n'y a pas un événement si différent entre avant et après. Mais surtout, moi, je pense plutôt que c'est une date événementielle qui joue un rôle d'accélération sur un processus déjà commencé. C'est accélérateur, tant, je dirais, au niveau de reconfiguration géopolitique, géoéconomique à l'échelle mondiale, et d'autre part, c'est aussi, je dirais, une sorte de comparaison si bien marquée entre le niveau de la gouvernance
comme M. Tinifan avait bien indiqué, maîtrisation, contrôle, le suivi, c'est-à-dire une capacité gouvernementale face à la crise. C'est surprenant, vous tous les deux ne trouvez pas qu'il y a un tournant historique, mais quand même, comme vous l'avez dit, Tinifan, vous l'avez dit, certains pays ont mal géré cette crise, comme les États-Unis par exemple. Donc, sommes-nous en train d'assister à la chute précipitée des États-Unis de son trône de l'hégémonie mondiale après Oui, mais d'une certaine manière, je suis d'accord avec le professeur Xu. En fait, le processus a été déjà amorcé il y a quelques années. L'épidémie a joué le rôle d'accélérateur. Les États-Unis vont glisser sur cette pente descendante. Et ça va beaucoup plus rapidement qu'on l'imaginait. Sans cette épidémie, on sent que la crise arrivait. Mais est-ce que la crise va éclater dans 1 an, dans 2 ans? On ne savait pas. Tandis qu'avec l'arrivée de l'épidémie, la crise est éclatée. En plus, ça risque de se prolonger. Donc, ce qu'on appelle une récession économique risque de se transformer en une dépression. Donc, si c'était une dépression, ça va être une récession à long terme. Et qui va toucher tout le monde. Vu la politique monétaire un peu irresponsable, je dirais, de la part de la Réserve fédérale, eh bien, l'économie américaine risque de se plonger dans une gouffre. C'est-à-dire que pour des années à venir, ça va être un peu difficile de s'en sortir. Parce que l'économie américaine est dans un dilemme. Parce que, d'abord, la Banque centrale, donc la Réserve fédérale, a épuisé toutes ses munitions. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, toutes ces munitions ont été épuisées. Le département de trésorerie n'a plus de moyens non plus. Maintenant, le gouvernement américain veut encore essayer d'émettre des emprunts pour essayer de stimuler la croissance, stimuler l'économie, mais personne ne veut acheter les bons de trésor américains parce que le risque est trop grand. Si bien que finalement, ils ont recours à ce qu'on appelle la monétarisation des emprunts. C'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui achète des bons trésors américains. Oui. Ce processus, pour ne citer qu'une analyse d'un manuel économique, bien, ce genre de processus est appelé en français faire fonctionner la planche à billets. Faire fonctionner la planche à billets. C'est typiquement faire fonctionner la planche à billets. Donc, on sait très bien les conséquences de faire fonctionner la planche à billets. Et tout ce qui était passé dans les années 30 en République Weimar, en Allemagne, était un exemple évident qui rappelle un peu l'histoire. D'autant plus que le gouvernement actuel aux États-Unis ne comprend pas bien la logique de ce genre de choses. Il veut faire en même temps la guerre commerciale avec tout le monde. Surtout avec la Chine. Oui. Si les autres pays ne pouvaient plus fournir au marché américain des produits bon marché, etc., ça va exercer une pression énorme, une pression inflationniste énorme, et déjà cette politique irresponsable de la Réserve fédérale, plus la pression inflationniste, eh bien typiquement, les États-Unis vont tomber dans un dilemme de ce qu'on appelle désinflation. Oui, sur ce point, moi je pense que je vais ajouter quelques mots sur Tinifan. Qu'on a dit, par exemple, depuis déjà un certain temps, le début de la fin. La fin, disons, d'un ordre unipolaire, la fin d'une hégémonie, disons, américaine. En général, ça doit prendre des décennies. Et maintenant, on est sous nos yeux, c'est accélération. Ce qui est fondamentalement, c'est les piliers qui se tombent, qui se s'écroulent l'un par l'autre. Monétaire, institution, la question de d'être
et le fournissement, disons, mondial sur ces marchés à travers cette hégémonie, disons, dollar, etc. Tous ces piliers si efficaces dans le passé, d'abord, ça devient épuisement, inefficace, et maintenant perd de plus en plus ses efficacités. Pensons un peu à la politique. Vous voyez, le président américain Donald Trump, récemment, il y a quelques jours, il a dit, plus il voit la pandémie continue, qui devient de plus en plus grave, plus il pense à la Chine. Il est furieux contre la Chine, parce qu'il pensait que c'est la Chine qui a provoqué tout ça. Alors, M. Xi, justement, après la crise, où la crise continue, est-ce que le monde va-t-il connaître, comme certains prédisent, les penseurs, les stratèges occidentaux, une nouvelle guerre froide est en train de se dessiner entre les États-Unis et la Chine? Moi, je pense que les États-Unis pensent que la Chine est comme l'ancienne URSS. Bon, ils veulent répéter cette confrontation, antagonisme entre deux mondes, Chine et les États-Unis, en disant c'est la nouvelle guerre froide. Mais il y a tout de même certaines différences fondamentales. Je pense au moment de la concurrence. Les États-Unis, américains, soviétiques, c'est quoi? C'est les deux mondes parallèles. Chacun un leader, un troupe derrière un bloc. Et politiquement, culturellement, économiquement, c'est une confrontation qui ne se code pas, et qui ne se change pas. Tandis que la Chine, si on voit depuis la politique de la réforme, la Chine, c'est quoi? C'est dans l'ordre établi et joue un rôle de correction, d'amélioration. C'est qu'on est de temps dans l'ordre. Donc c'est différent que, je dirais, à l'époque de la guerre froide classique. Il n'y a pas deux blocs actuellement pour vous? Et d'ailleurs, cette fois-ci, si on voit, c'est aussi un autre changement sur la configuration de la politique mondiale. C'est que d'un côté, je dirais, le bloc occidental, je dirais classique, c'est, je dirais aussi, transformé beaucoup. Si on voit, il n'y a plus d'unicité unanime entre Bruxelles et Washington. À un certain point, je pense, si on pense les relations Washington et Berlin, c'est au point de rupture. Et d'autre part, les pays émergents aussi, certains problèmes. Si on voit cette fois-ci, c'est la crise aussi de la gouvernance de BRIC. La Chine, bien sûr, se brille jusqu'à maintenant très très bien par excellence. Tandis que si on voit par exemple le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et même la Russie, ont dans des situations assez difficiles l'un par l'autre. Monsieur Xu estime qu'il y a des différences entre cette guerre, peut-être nouvelle guerre froide et l'ancienne guerre froide, comme cette question est tellement importante. Vous voyez, récemment, quand l'Assemblée populaire de la Chine a voté une loi concernant Hong Kong, les réactions des États-Unis est extraordinaire. On voit, cela même suscite une doute. Est-ce que cette guerre froide, actuellement, peut-il mener à une guerre même chaude? Parce que vous voyez, les États-Unis envoient des pods d'avion en Asie-Pacifique, même très proche de la mer de Taïwan. De ce point de vue, je n'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas que les Américains osent utiliser la force militaire pour menacer la Chine. Parce qu'en Asie, il ne faut pas oublier que les Américains ont perdu deux guerres. La guerre en Corée, la guerre au Vietnam. Et en fait, visiblement, la guerre en Corée, les Américains étaient en face des soldats chinois. Ils n'avaient aucune bataille, en fait, sur la guerre en Corée. Ils n'ont gagné aucune bataille. Cela a montré la force de l'armée chinoise. Et à l'époque, la Chine n'avait pas d'industrie militaire. La Chine venait d'être créée. La République populaire de Chine a créé en 1949. La Chine a été impliquée dans la guerre en Corée en 1950. La Chine n'avait même pas une base de l'industrie militaire. Les soldats chinois avaient emprunté des armes auprès des soviétiques pour aller se battre sur le front avec les Américains. Et, en dépit de ça, en dépit des armements très légers, etc., on a réussi à chasser les Américains
au-delà, parallèle 38, au-delà de parallèle 38, mais c'était la première leçon donnée aux Américains à l'époque, puis au Vietnam, c'est la même chose. Donc après ça, ils ont appris des leçons, donc ils n'osent pas tellement engager un affrontement militaire avec la Chine. D'ailleurs, dernièrement, depuis 2 ou 3 ans, le département de la Défense, donc le ministère de la Défense américain, avait fait des exercices, des plans d'exercice sur Taïwan, sur le détroit de Taïwan, et pour voir si les Américains, et chaque fois, leur conclusion est que les troupes américaines ne font pas le poids contre l'armée chinoise. Mais à l'époque... Ça, je n'en doute pas. Donc, il n'y a aucune possibilité que les Américains nous envoient des plateformes, des porte-avions pour engager un conflit militaire. Ils n'ont aucune possibilité de gagner un conflit militaire avec la Chine, surtout à la porte de la Chine. Surtout à la porte de la Chine, ou que ce soit à la mer méridionale de Chine, ou sur les détroits de Taïwan. Moi, je pense que pour la guerre, disons, dans le sens de conquête classique, comme Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, aucune possibilité, comme Denis avait dit. D'ailleurs, même si, par exemple, que les États-Unis possèdent plus de 8000 têtes nucléaires, nous, on est peut-être 300 ou un peu plus. Mais l'essentiel, ce n'est pas égalité en nombre, c'est surtout suffisamment de dissuasion. Là, je pense que ça se joue un rôle aussi très important d'assurance. Revenons à notre pandémie. Dans ce monde d'après la pandémie, la Chine va-t-elle se trouver dans une position centrale? Car si l'épidémie a d'abord éclaté en Chine, les preuves qui se multiplient montrent que les cas de Covid-19 avaient existé beaucoup plus tôt qu'en Chine et étaient dépistés dans plusieurs régions de la planète. La Chine a tellement bien réussi à contrôler cette pandémie. Est-ce que, après la pandémie, la Chine sera au centre du monde? La Chine a montré sa capacité de contrôle, le contrôle de la propagation du virus, le contrôle de l'épidémie et la restauration de la vie normale. Tout cela a été contrôlé par la Chine. En fait, le scénario le plus possible était comme cela. L'épidémie commence à se propager un peu partout dans le monde, sans que personne ne soit vraiment mis au courant de cela. Et la Chine, Première parce que nous avons eu l'expérience de SARS il y a 17 ans. 2003, oui. Donc, en 2003, donc, nous avons l'expérience, donc nous avons senti rapidement qu'il s'agissait probablement d'une épidémie. Donc nous avons fait des analyses, des tests, et grâce au laboratoire de virologie à Wuhan, nous avons découvert le néo-coronavirus 19. Donc tout de suite, nous avons déterminé que c'était le risque d'une épidémie. Alors que dans d'autres pays, d'autres cas ont été survenus. Mais comme ils n'ont pas l'expérience, ils ont laissé traîner les patients infectés. Donc, ça a commencé. Et puis, tous ces pays ont coupé le lien avec la Chine. Les vols, etc. Donc, visiblement, ils pensent que la Chine sera mise en quarantaine. Donc, le virus ne va pas repartir de la Chine. C'est fini. Mais en fait, cela ne veut pas dire que le virus ou l'épidémie était parti de Chine. Non. C'est la Chine qui a découvert l'épidémie. Cela veut dire que l'épidémie était partie de Chine. Seulement, comme les autres pays ont vu des cas isolés partir un peu dans tous les sens. Seulement après, en mars-avril, qu'ils se sont rendus compte que finalement l'épidémie est arrivée. En fait, l'épidémie était déjà là. Il était comme un feu qui couvre. Mais justement, c'est parce que la Chine qui a le premier découvert ce virus. Alors aux États-Unis,
du président Trump jusqu'à secrétaire d'État Pompeo, à rendre justement la Chine responsable de l'épidémie de coronavirus. Comme dit une expression populaire, faire porter le chapeau des fautes à la Chine. Alors, dans ce nouveau monde qui arrive après la pandémie, est-ce que la Chine va-t-elle se retrouver à cause de ça sur le banc d'accusés? Bien sûr, Pompeo ou Trump. Ils sont très nombreux. Hein. Oui. Toujours avec un juriste automatique, on le sait. Moi, je prends tout simplement exemple au sein de l'OMEC. Il y a un certain moment, Australie en tête avait dit bon, on va faire une enquête pour critiquer le rôle de la Chine. Et Pompeo a dit on va mobiliser, je dirais, un troupe de 120 pays. Les réalités, quand on passe la résolution, disons, co-signée par la Chine, ça passe et les États-Unis étaient déjà retrait de l'OMEC. Non pas c'est la condamnation de la Chine, mais plutôt une enquête plutôt impartiale sur la cause de la propagation. Donc parfois on entend souvent ce type de, je dirais, de propos, de mobilisation, de se montrer la Chine est isolée, on présente totalement, c'est le mensonge. Le fait c'est surtout à l'OMEC, dans la résolution de l'OMEC. Bon, tout à l'heure, le professeur Ting Yifan avait parlé de l'économie, surtout le rôle de la Chine. Comme chacun sait, l'épidémie de coronavirus a un fort impact sur l'économie mondiale. On voit déjà émerger au moins deux nouvelles tendances. L'une, qui a la faveur de nombreux pays, c'est la relocalisation de certains secteurs clés de l'économie vers l'intérieur du pays. Par exemple, la France, il veut retrouver sa capacité à produire certains types de médicaments pour ne pas être dépendant des autres. Une autre tendance aux États-Unis, par exemple, pense qu'il faut effectuer un décrochage avec la Chine pour étrangler sa capacité à innover et l'empêcher d'explorer de nouveaux marchés. L'exemple le plus frappant est la tentative des États-Unis de bloquer complètement une société qui s'appelle Huawei, le plus avancé dans le domaine de 5G. Alors, quel regard portez-vous sur ces nouvelles tendances économiques qui vont émerger dans le monde post-Covid, Ting Yifan? Je comprends un peu les soucis des États-Unis et de quelques pays européens de dépendre trop de la Chine. Parce que la Chine, après le Covid-19, c'est le premier qui émerge. Ce n'est pas parce que la Chine s'émerge comme la première puissance du monde. C'est parce qu'au cours de l'épidémie, ils dépendaient tout de la fourniture des Chines en matériaux médicaux, etc. D'après une phrase fameuse du gouverneur de l'État de New York, Cuomo, en acceptant une interview télévisée, a dit pourquoi les choses se sont passées de telle manière. Lorsque l'épidémie a éclaté aux États-Unis, dans mon État, l'État de New York, on a besoin de masques. On devait importer des masques de Chine. Puis, lorsqu'il y a plus d'infectés, il y a beaucoup plus de monde infecté, notre corps médical est menacé. Donc, on devait importer des vêtements de protection, des vêtements, des glaces de protection. Et puis, on devait importer tout de Chine. Et puis, lorsque les malades sont de plus en plus nombreux, on a besoin de respiratoires, des ventilateurs. Et tout cela, on devait importer de Chine aussi. Et puis, lorsque on devait procéder à un dépistage massif de tout le monde, eh bien, les agents, les matériaux de dépistage devaient être importés aussi de Chine. Oui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit aussi dépendant de la Chine? Donc, il faut comprendre un peu leurs soucis vis-à-vis de leur faiblesse de la sécurité nationale. Là, il s'agit de la sécurité nationale, les pays sont un peu soucieux de la dépendance. Et ils ont réalisé que finalement, du point de vue
dans la production des médicaments. Oui, Les États-Unis dépendent de la Chine à plus de 85%. 85% des matériaux de médicaments proviennent de la Chine. Et là, ils sont paniqués. Là, ils sont un peu paniqués. Ils disent que même on ne fait pas la guerre, la Chine coupe la fourniture des matériaux de médicaments. Eh bien, les hôpitaux américains seront complètement paralysés. Et là aussi, ils commencent à se faire des soucis. Donc, ils vont essayer de rapatrier une partie de production dans leur pays, mais la tendance générale continue. La tendance générale continue parce que cette année, rien que depuis mars, avril et mai, et nous avons un investissement étranger direct en augmentation. Des industries pétrochimiques ont investi des milliards et des milliards de dollars en Chine pour créer des raffineries, pour créer des stations de pompistes, pour créer des tas de choses comme ça. En dehors de ça, vous voyez, Boeing. Boeing a décidé de créer un centre d'assemblage à Zhejiang, dans la province de Zhejiang, et pour cela. Et Tesla, donc Musk a décidé de faire construire la plus grande usine du monde de Tesla pour produire des voitures électriques en Chine. Donc tout cela montre que... C'est en pleine pandémie. Hein, en pleine pandémie, etc. Mais en plus, cette année, il n'y a que cette usine de Shanghai qui continue à produire. Cette usine en Californie a été fermée à cause de la pandémie. Donc, seule la Chine peut fournir une base de protection sûre. Je pense Bon, dans ce cas-là, l'interdépendance est tellement telle que, alors, dans le futur, comment peut-on préserver la paix, la stabilité, la coopération entre les pays occidentaux et la Chine? Sur ce point, moi je pense premièrement, c'est que c'est la conséquence négative d'une certaine jeu ou, je dirais, spéculation monétaire, financière, dépasse largement, disons, les piliers industriels, l'économie effective. La Chine et aussi quelques pays comme l'Allemagne, partiellement, ont insisté, ont résisté, ont bâti, consolidé ces piliers. Et là, bien sûr, aujourd'hui, ça montre les performances. Et deuxième, bon, les soucis sont, disons, compréhensibles, mais n'empêchent pas que si, par exemple, dans les capitales américaines ou européennes, les calculs, l'intérêt, c'est quoi? C'est la réélection, c'est l'intérêt pour les manias, disons, financiers. Alors là, ça ne changera pas. Et troisième, je pense, oui, une réindustrialisation, comme le président Macron ou d'autres avaient dit. C'est bonne intention, mais la réalisation serait tout à fait autre. Bon. Comme le cas de Tesla ou d'autres. Bon, c'est-à-dire le monde aura besoin de la Chine. Bon, merci beaucoup. Et cette semaine, on parle de l'économie et de politique post-Covid-19. Et la semaine prochaine, on va parler des conséquences sociales et culturelles. Merci à tous les deux. Merci Deng Yifan, merci Xu Jieping. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.